En 1978, le grand écrivain américano-palestinien, le regretté Edouard Saïd, avait publié un ouvrage dont le titre est évocateur, L'orientalisme ou l'Orient créé par l'Occident. Nous allons discuter ce matin avec un historien. Bonjour Ouari Bouissa, merci de nous recevoir chez vous ici à Tourcoing. Vous êtes historien. J'ai commencé par évoquer un nom, Edouard Saïd, qui a été donc l'auteur de cet ouvrage. Qu'est-ce que pour vous l'orientalisme? D'abord, il faut rappeler qu'il y a une longue tradition orientaliste française qui est née au XVIe siècle et qui s'est développée à travers les âges. Il y a eu de grands spécialistes de la langue arabe, de la philologie, de l'histoire de la langue, des textes sacrés, et donc une connaissance sans doute savante de la civilisation arabo-islamique. Il faut comprendre une chose, c'est qu'au Moyen-Âge, l'islam est très présent finalement dans le contact avec l'Occident chrétien. Cependant, un certain nombre d'historiens ont rejeté l'islam et la civilisation islamique en dehors du temps. Cette déchirure méditerranéenne a finalement séparé les deux cultures qui ont commencé à devenir antagonistes. La conséquence, c'est que l'islam a été exclu du temps, du seul temps qui compte, c'est-à-dire celui du progrès, et donc celui de l'histoire. Et l'orientalisme a pris en charge en fait cette connaissance du monde musulman en déniant son historicité, en ne le reconnaissant pas comme étant une histoire à proprement parler. C'est vrai que pendant très longtemps, et Edouard Saïd l'a tout à fait mis en avant, il y a une volonté, en fait, au moment de la conquête de l'Algérie, les orientalistes ont joué un rôle déterminant, c'est l'époque des ethnographes, des ethnologues, des explorateurs, etc., qui vont essayer de comprendre la manière dont se vit la religion islamique sur le territoire, dans un souci sans doute de contrôle de la religion au sein de ce qui va devenir les 3 départements français d'Algérie. Lorsqu'on préparait cette émission, vous sembliez dater le début de l'orientalisme de ce fameux accord entre François Ier et Soliman le Magnifique avec la création de cette chaire à la Sorbonne. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Alors effectivement, donc on est en 1536, l'accord entre Soliman le Magnifique et François Ier fait que la culture arabo-musulmane va rentrer au sein du royaume de France, et donc par la mise en place donc, d'une chaire progressive sur les langues orientales, donc au collège Robert de Sorbon. Et généralement, on va avoir une évolution en fait de cette connaissance, mais précise. Encore une fois, une connaissance savante sur le monde musulman qui s'inscrit aussi dans un souci diplomatique de relation avec la Sublime Porte. Alors, on a parlé tout à l'heure d'Edouard Saïd avec son ouvrage. Edouard Saïd disait que certes, l'orientalisme a une pensée, il ajoute, mais il a aussi une arrière-pensée. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord? Si oui, pourquoi? Au 19e, au début du 20e siècle, il est vrai que l'arrière-pensée dont il parle, c'est effectivement réussir la colonisation. Et donc l'orientalisme, qu'il soit anglo-saxon, qu'il soit français, il va servir à mieux contrôler en fait le culte et donc forcément les populations coloniales, de mieux comprendre la religion, voire même de former un clergé colonial, en tout cas qui respecterait les décisions du gouvernement général en Algérie, par exemple. Et donc, Edouard Saïd les présente un peu comme des suppôts de la colonisation pour cette époque-là, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Et il y a eu un certain nombre d'orientalistes qui sont arrivés par la suite, qui ont joué un rôle non négligeable, même dans la compréhension de l'islam au sein de notre société. Exemple ? Alors ça a été Louis Massignon, qui a probablement découvert le christianisme par son contact avec l'islam. Et Louis Massignon, on le sait peu, mais il a joué aussi un rôle avec les premiers ouvriers maghrébins en France. Jacques Bert, qui a été donc un traducteur du Coran, qui a permis aussi une vulgarisation de cette culture arabo-musulmane qui n'était l'apanage qu'uniquement de gens initiés.
quelles sont aujourd'hui les répercussions, les impacts sur ce qu'on peut appeler le néo-orientalisme aujourd'hui? Alors il y a un tournant effectivement dans les années 80 qui est à mon avis le résultat de la géopolitique. C'est-à-dire que 78-79 c'est la révolution islamique d'Iran, 79 c'est l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques et donc on va assister d'une certaine manière à une faillite volontaire ou non des orientalistes. Est apparue donc la géopolitique, l'islamologie qui devient politologie, qui est amenée à s'intéresser aux endroits les plus tendus de la planète. C'est une islamologie qui devient sismologie. Toute une génération d'étudiants aujourd'hui, français, se tourne vers la langue arabe, la connaissance du monde arabe de façon tout à fait décomplexée. Est-ce que pour vous, c'est un espoir qu'une nouvelle génération reprendra le flambeau d'un néo-orientalisme, cette fois-ci totalement débarrassé de ses vestiges sécuritaires? Alors bien sûr, et c'est tant mieux. Je pense qu'en fait, il faut repenser l'histoire à travers les différentes approches, y compris étrangères, parce que il faut aussi sortir d'une certaine forme d'européocentrisme quand on développe ces problématiques-là, et y compris d'ailleurs avec l'histoire de l'islam. Et je parle aussi de l'histoire de la théologie quand je parle d'histoire de l'islam. Et donc d'inclure voilà, toutes les dimensions historiographiques pour développer une histoire globale qui va permettre justement aux chercheurs de mieux appréhender ce fait historique et de l'inscrire finalement dans sa continuité, de le faire comprendre au plus grand nombre. Merci Wari Bouissa de nous avoir éclairé ce matin sur une question fondamentale, l'orientalisme et surtout son passé et son avenir.